Ils me disent, ah bah tu comprends, j'ai vu la gamine dans la rue, elle me plaisait bien, j'ai commencé à être excité, je l'ai suivie, mais je pouvais pas me contrôler. Mais bon, j'ai vu la police dans un coin, alors je me suis arrêté, et puis je l'ai pas abusé ce jour-là, mais je l'ai abusé plus tard quand il n'y avait pas la police. Donc il me dit, tu vois, je contrôle pas ma sexualité. Ben, j'ai dit, pourtant si tu l'as contrôlée. Il dit, comment ça? Quand tu as vu la police, Mhm. tu n'y as pas sauté dessus. Au niveau neuronal, ce qui va se passer, c'est que le choc de l'abus va provoquer une surcharge électrique du cerveau par le biais des connexions neuronales et certaines des synapses du cerveau peuvent griller, littéralement. Psychothérapeute formé à la victimologie systémique et prêtre membre de la Société des missionnaires d'Afrique, titulaire d'une thèse doctorale à la St. Paul University d'Ottawa. Vous travaillez sur les questions en lien avec la pédophilie dans la société et au sein de l'Église catholique depuis plus de 15 ans. Vous avez accompagné des victimes et participé au traitement d'auteurs d'abus sexuels au Canada. Vous enseignez à Rome et en Afrique, et notamment sur la prévention des abus sexuels. Et vous avez publié plusieurs livres, dont Combattre l'abus sexuel des enfants, Qui abuse, pourquoi, comment soigner, aux éditions d'Esclés de Brouwer, c'est celui qui nous intéressera aujourd'hui. Et vous décidez d'affronter un tabou dans ce livre, tenter de comprendre le cheminement mental des auteurs d'abus sexuels. Comment vous est venue cette idée? Le livre est venu après le travail doctoral, qui a été fait à Ottawa. Et bon, le texte d'une thèse doctorale, c'est pas toujours très négociable et digeste pour des gens qui ne sont pas des doctorants, hein. Donc, je voulais faire quelque chose qui soit plus accessible à un plus grand public. Donc, j'ai retravaillé à partir de cette thèse pour en faire un ouvrage qui soit accessible au plus grand nombre. Voilà. Donc, c'est là d'où est née l'idée de cet ouvrage. D'accord. Euh, En France, les abus sexuels proviennent majoritairement de l'inceste. Pourriez-vous nous parler des conséquences de celles-ci sur les enfants, aussi bien psychologiquement que chimiquement? Alors, l'abus sexuel sur un enfant, dans le cadre de l'inceste, dans le cadre de sa famille en particulier, va avoir des conséquences multiples. Première conséquence au niveau physiologique, au niveau physique, euh, bien que toutes les agressions sexuelles ne sont pas nécessairement faites avec violence ou n'incluent pas nécessairement des pénétrations, mais le physique va en garder des traces. Euh, et le corps garde la mémoire traumatique. Donc, ça, c'est important. Et certaines connexions au niveau neuronal peuvent être détruites par le choc de la peur qui est lié à l'agression. Après, ça va avoir des conséquences, dans les cas les plus graves, ça peut avoir des conséquences physiques sur le corps lui-même de l'enfant, les parties génitales ou autres. Donc ça peut avoir des conséquences qui peuvent durer longtemps. Et certaines personnes vont développer même des pathologies à l'avenir quand elles vieillissent qui sont liées à ce trauma qui a été imposé au corps. Mais le trauma est imposé aussi à la psyché et donc il va y avoir des conséquences psychologiques qui vont être là aussi, puisque c'est une expérience de dépossession de soi-même, de dépersonnification, où on est plus accepté comme un être humain, mais on est transformé en objet. Donc, au niveau psychologique, l'enfant va développer des peurs des adultes, des manques de confiance dans l'adulte, et peut développer des pathologies, même de style épisode dépressif, anxiété, problèmes de euh, comportement relationnel, interpersonnel, mais aussi comportement sexuel, qui peuvent être perturbés chez l'enfant avec l'émergence de problèmes comme l'anorexie ou l'encopresie, donc qui font que l'enfant va uriner dans son lit ou dans ses pantalons ou autre, avoir des problèmes qui sont liés à des peurs qui sont là, avec des moments aussi de clivage et de dissociation,
traumatique où l'enfant semble partir ailleurs, rêver. Beaucoup, certaines de ces conséquences sont de l'ordre de ce qu'on appelle le stress post-traumatique, hein. Donc, on va retrouver avec des cauchemars, avec des peurs d'être dans certains lieux, euh, tout un tas de conséquences au niveau aussi éducatif, chute des résultats scolaires, euh, des intérêts, des activités avec les enfants de son âge. Euh, il s'isole plus par rapport à d'autres. Euh, voilà, donc ça va avoir tout un tas d'ensemble de conséquences. Ça change aussi au niveau relationnel très fortement. Et puis, c'est des pertes de confiance dans la parole de l'adulte, dans le soin que l'adulte peut donner, la perte de confiance envers les autres en général. Ça va être très, très fortement marqué. Donc, l'agression sexuelle d'un enfant, dans le cadre de l'inceste en particulier, attaque profondément aussi euh, une vision du monde dans lequel les parents sont là pour nous protéger, donc on a de la valeur, euh, le monde a un sens, si on se comporte bien, on a des bonnes choses, si on se comporte mal, on a des punitions. Là, ça vient bousculer complètement ça, euh, cette compréhension fondamentale du monde. Donc ça attaque des fondements anthropologiques très très forts chez l'enfant. Voilà, en résumé, hein, bien sûr, il y a des choses Donc qui ça, c'est changent les plutôt choses. ouais. Au Mhm. niveau psychologique et au niveau neuronal aussi, il y a quelque chose qui Oui, va se passer. ouais. Vous savez, au niveau neuronal, ce qui va se passer, c'est que le choc de l'abus va provoquer une surcharge électrique du cerveau par le biais des connexions neuronales et certaines des synapses du cerveau peuvent griller, littéralement. Et donc, on a repéré par l'aide de certains IRM et autres que certaines zones du cerveau pouvaient être endommagées. Alors, le cerveau a une certaine plasticité, donc surtout quand il est jeune et en croissance, donc il est possible, grâce à la thérapie, grâce à des activités d'art-thérapie ou autres, d'aider l'enfant à refaire des nouvelles connexions. Mais ça, c'est quand on intervient assez rapidement après l'abus, quand l'abus D'accord. a été dévoilé assez rapidement. Mais Et beaucoup si on de... n'intervient pas, oui. Oui, alors ben, tout justement, si on n'intervient pas, ça peut devenir plus difficile de refaire certaines de ces connexions et certaines de ces connexions vont être perdues, ne se refont pas. Alors on peut en faire d'autres nouvelles, mais pas forcément sur ces zones qui ont été affectées. Et si elles ne Donc, se refont pas, ça sera quoi les conséquences possibles pour la personne? des pertes de mémoire sur certains épisodes, des difficultés à analyser certaines situations ou à lire les réflexions, les émotions des autres. J'avais Voilà, ça. entendu aussi des addictions, non? Parce que comme ça a fait un shot chimique qui n'était pas censé arriver à ce moment-là dans l'enfance, ça peut créer des addictions Voilà. Ce diverses qui et peut, variées. On dirait que j'avais voilà, lu ce ça aussi. qui peut se passer, surtout quand il n'y a pas eu de violence physique qui ont accompagné ça. Par exemple, quand ça a été des masturbations qui ont été imposées ou des jeux où le corps de l'enfant a été excité, hyper sollicité, l'enfant peut développer une addiction à cette hyperstimulation. Et donc vouloir répéter après ce comportement euh, qu'il n'arrive pas à analyser, il n'a pas la compréhension de ce qui lui est arrivé, on a provoqué chez lui un plaisir sexuel, une satisfaction, et donc l'enfant peut vouloir répéter euh, cette Mm. expérience-là et avoir des comportements hypersexualisés, par exemple, euh, qui vont, euh, qui vont faire, c'est un peu comme s'il était programmé à ça, et donc développer une forme proche de l'addiction. Oui, oui. Par rapport aux violences subies dans l'enfance, est-ce que vous pourriez nous parler du risque
cumulatif de développer des comportements criminels et antisociaux chez ces enfants-là. De plus en plus de recherches aujourd'hui sont faites sur les conséquences à l'adolescence et à l'âge adulte de ce qu'on appelle les adverse childhood experience, c'est-à-dire les expériences euh, traumatiques à l'enfance, mais liées à un comportement maltraitant. Euh, et donc, euh, on voit que dans certaines conditions, euh, un grand nombre de ceux qui ont été exposés à des comportements pas seulement sexuels, mais aussi violents et d'harcèlement psychologique, peuvent développer à l'adolescence des comportements violents eux-mêmes et pouvant déboucher plus tard dans des comportements criminogènes. Euh, Pas simplement lié à la délinquance sexuelle, mais ça peut déboucher dans d'autres comportements du style des vols, des attaques sur les personnes et autres. Alors, toutes les personnes qui ont été victimes vont pas nécessairement développer ce genre de comportement, mais un grand pourcentage de personnes qui ont développé ce genre de comportement ont été victimes. Oui, de Je l'ordre de 43-44%, je crois. Oui. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas, il faut pas qu'il y ait juste la question de l'agression sexuelle. En général, il y a une violence physique et une violence psychologique qui accompagne cela. Maintenant, quand on met ces trois éléments en corrélation, le pourcentage est de l'ordre de 43% dans les études qui ont été faites en Europe et ailleurs. Mais dans certains pays, moi je vois des études récentes qui ont été faites en Tanzanie, par exemple. On est sur la population des prisonniers, donc des gens qui ont été arrêtés pour des faits criminels. On est à 90% de personnes qui ont eu des expériences négatives à l'enfance, de l'ordre de violences domestiques, éducatives, harcèlement et voire abus sexuels. Donc on est dans des chiffres très importants dans la population criminelle qui est déjà incarcérée. Donc on voit que il y a une corrélation forte entre des passages à l'acte criminel et la combination de ces trois éléments criminogènes qui sont la violence domestique, le harcèlement psychologique et une forme de violence sexuelle ou pas. D'accord. En fait, ils vont tenter, comment on peut expliquer ça? Ils vont tenter de reproduire ce que eux-mêmes ont vécu pour se protéger. Euh, Alors, il y a plusieurs théories là-dessus. Euh, Tony Ward, qui est un des chercheurs qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, avait développé une modélisation qu'il appelle les théories implicites. Et là-dedans, il disait que ben voilà, les personnes, les enfants ou autres peuvent développer une vision du monde dans lequel il faut mieux être du côté des agresseurs que des victimes, parce qu'ils ont eu eux-mêmes une expérience donc comment dire, des possessions de leurs paroles, de grandes pertes d'autonomie, de non-respect et douloureuses. Et donc, ils peuvent, chez certains d'entre eux, développer l'idée que ben, le monde est un endroit dangereux et il faut mieux être du côté du bourreau que du côté des victimes, hein. Donc, ça, c'est ce qu'on a appelé, bon, du côté de la psychodynamique, on appelait ça aussi l'identification à l'agresseur qui est un phénomène qui existe. Bon, mais c'est pas nécessairement la seule chose. L'autre élément qui est à tenir compte, c'est que euh, quand un enfant grandit où il est battu régulièrement et par des parents qui disent qu'ils l'aiment et autres, mais qui n'arrêtent pas de le battre, il peut faire une identification d'association, c'est-à-dire il va associer violence et affection. Ok. Euh, Si je t'aime, je te bats. Je te bats parce que je t'aime. Je fais ça pour ton bien. Ok. On dit à l'enfant, je vais te donner une bonne correction, mais c'est pour ton bien. Donc l'enfant peut se développer avec la compréhension d'un monde dans lequel que si on aime quelqu'un, on a une légitimité à lui exercer une forme de violence.
Et ça, c'est intégré. Moi, je vois ça dans les cultures ici aussi, où les formes de violence sont intégrées à la forme de l'affection. Et chez le garçon en particulier, plus que chez la fille, il faut faire très attention à cette association entre violence et sexualité parce qu'elle tape dans les mêmes zones neuronales dans le cerveau. Et donc, s'il n'y a pas une parole qui vient différencier les deux, le risque est fort que l'association se fasse. Et c'est pour ça qu'on a tant de formes aussi de passage à l'acte, de violence domestique au sein des couples et autres, hein. Cette forme de légitimité de la violence euh, quand la personne pense aimer l'autre et lui montrer qu'elle l'aime en le battant, quoi. Hein. Puisque voilà, on ne bat que ceux pour qui ça compte pour soi. Donc ça, ce sont des éléments aussi dont il faut tenir compte dans l'éducation des enfants, parce que ça peut déboucher sur ce genre de comportement violent. Soit qu'on répète ça sur ses propres enfants ou sur d'autres enfants, ou qu'on répète ça sur sa conjointe ou son conjoint, euh, parce qu'on a été éduqué comme ça. Oui, beaucoup de psychiatres et tout remettent en cause même la fessée, par exemple. Enfin, il y a 3 ans, il y a eu une loi en France contre la fessée, etc. Et certains parents sont montés au créneau, mais du côté des médecins, c'est plutôt qui connaissent vraiment le cerveau des enfants et tout. Vous êtes plutôt de cet avis-là que vraiment toute atteinte physique envers les enfants et enfin qu'il y a d'autres moyens de faire en fait que même une fessée ou qu'est-ce que vous pensez de ça? Tout à fait. Moi, je pense que la violence de l'adulte, c'est l'échec de l'adulte face à l'enfant. OK? Euh, si on se rencontre dans la rue et que je vous mets une claque, vous pouvez aller porter plainte à la police et je vais me faire arrêter. Si un enfant fait quelque chose de mal devant tout le monde et que son père lui met une gifle, les gens vont dire «Oh!» Mais personne va aller à la police pour protéger ce petit qui peut pas se défendre à ce moment-là. OK? Donc, il y a une chose qui est, c'est que ça nous interroge sur la place de l'enfant dans la société, dans la famille. OK. Donc, l'enfant n'est pas considéré entièrement comme une personne, mais comme une propriété de ses parents. Et donc, les parents s'autorisent à cela. Mais quand on en arrive à une forme de violence sur l'enfant, c'est en général un raccourci que les parents prennent parce qu'ils n'ont pas le temps, pas l'énergie, pas la patience d'essayer d'envisager de répondre à l'enfant autrement que par la violence. OK. Donc la violence, dans une étude qui vient d'être faite encore en Tanzanie, il a été montré que la violence des parents sur leurs enfants est fortement corrélée avec le stress parental. OK. Donc, aller au travail, bosser toute la journée, essayer de ramener un peu d'argent et tout ça. Et alors, quand on arrive à la maison, qu'on est fatigué et puis qu'il y a un gamin qui braille et qui veut pas obéir, eh ben, on prend un raccourci et on lui en met une et va pleurer dans ton coin et tu arrêteras de nous embêter. Donc, on est face à ces situations, c'est-à-dire que ce n'est pas des parents qui sont nécessairement mauvais, ok, mais qui n'ont pas appris à faire autrement et qui n'ont pas toujours le temps de faire autrement. Ok. Donc, ça doit nous interroger sur nos priorités dans la vie, ok, dans nos sociétés. Moi, quelqu'un que je connais, je donnais une session une fois dans un groupe dans l'océan Indien. Et puis je disais, mais bon, il faut des fois faire des choix de carrière par rapport à ces choix aussi de vie familiale. Et j'ai revu la personne après 2 ans après, elle m'a dit, tu sais, Stéphane, depuis ton intervention, j'ai changé de métier parce que je me rendais compte que j'avais plus de temps pour mes enfants et la relation n'était plus bonne. Et depuis ce temps-là, il dit, j'ai pris un travail qui est plus régulier, j'ai des horaires plus réguliers, je peux passer du temps de qualité avec mes enfants, et ben ça s'en ressent sur nos relations. Donc on voit bien, et c'est pour ça que je ne veux pas jeter la pierre aux parents qui sont dans ces situations-là, mais je veux dire, qu'est-ce que la société fait pour que les parents puissent être aidés?
dans la gestion de ces situations à risque, leur apprendre. Il y a des choses comme l'école des parents, par exemple, qui existent, des initiatives et autres, qui sont très bonnes pour aider les parents à vivre autrement. Et comment on a une société qui va créer des conditions de vie des personnes dans lesquelles la vie de famille doit avoir sa place et pas simplement la compétition pour l'argent, pour être le meilleur, pour avoir les meilleurs jobs et autres et tout ça, et puis qu'on ne voit plus grandir ses mômes, quoi. Hein. Donc, ça, c'est important, parce que de s'asseoir avec un enfant et de dire, bah, t'as pas l'air d'accord, tu as l'air en colère, qu'est-ce qui se passe en toi? Dis-moi ce qui se passe. Explique-moi, pourquoi ceci, pour ça. Est-ce que, bon, alors je vais t'expliquer. Ça prend du temps, ça. OK? Une gifle, ça va plus vite. C'est ça. Ça va Mais plus qu'est-ce vite, qui... mais effectivement, les gens ne voient pas tout ce qui se passe dans le cerveau, alors que les experts le Exactement, voient. Hmm. exactement, exactement. Tout à fait ça. Euh, la société déshumanise souvent les pédophiles. Vous, sans jamais justifier leurs actes, vous soulignez le fait que ça reste des êtres humains et qu'ils ont besoin et le droit d'être soignés. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, je crois que la société se crée ses monstres et a besoin de se distancier des actes de ces personnes, voire de ces personnes, quitte à les déshumaniser. Euh, mais ça reste néanmoins des êtres humains et qui, comme toute personne humaine, a le droit d'être aidé euh, pour faire face à ces problématiques de santé mentale. Euh, donc, on part aussi du constat que plus on travaille sur cette population qui a ce genre de comportement, plus on prévient la récidive. Et aussi, plus on travaille en amont, ça a été l'expérience, par exemple, de Fendorf en Allemagne, du projet en Allemagne d'inviter ceux qui n'ont pas encore fait un premier passage à l'acte à contacter des spécialistes de santé pour en discuter. Et ça, ils ne peuvent le faire qu'à partir du moment où ils sentent qu'on les considère comme des êtres humains. Euh, Si on les considère comme des monstres et autres, certains diront, bah, si je suis un monstre, je vais me comporter de manière monstrueuse. D'autres peuvent dire, bah, il y a pas de chance pour moi, il y a pas de changer et autres. Mais les études sont assez claires là-dessus. L'exemple du Canada est très clair là-dessus, qui a le taux de récidive le plus bas au monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi le plus dans le soin des personnes qui sont attirées envers les mineurs. Hein. Donc, à partir du moment où on leur apprend à gérer leurs pulsions, où on leur apprend à adapter des modes de vie qui soient prosociaux, à vivre une abstinence de comportements délinquants, où on leur apprend à développer des relations sociales qui soient satisfaisantes, on les aide à vivre une vie dans laquelle ils sont moins tentés de passer à l'acte. Ok. Donc, c'est vraiment regarder la personne humaine avec la dignité qui est la sienne. Vous savez, moi, à part un ou deux cas, j'ai toujours réussi à trouver dans des personnes avec qui j'ai travaillé une partie saine en eux. Et c'est cette partie-là qu'on va aller chercher pour le travail. C'est cette partie d'humanité en eux qu'il nous faut rejoindre pour travailler avec. Et ne pas se laisser arrêter à la monstruosité des actes qu'ils ont commis. Ok. Ça, il n'y a pas de compromission à avoir dessus. Les actes sont monstrueux, on ne les tolère pas, ça c'est clair. Mais maintenant, ça reste des êtres humains qui ont commis ces actes-là. Et quand ils en acceptent la responsabilité et donc la culpabilité, quand ils ont fait la peine de prison qui leur a été infligée par le système, euh, quelle place vont-ils avoir dans nos sociétés? Encore, comme être humain. Et, et par rapport à vous, vos patients et aussi, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des études sur le sujet, on peut naître, enfin, avec un trouble pédophilique, c'est à quel âge en général? Est-ce qu'il y a des études là-dessus ou même vos patients, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est vers quel âge?
qu'on découvre qu'on a un trouble pédophilique, en fait. Voilà. Alors, Pardon, allez-y. c'est- ça, c'est une question très difficile, hein, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la recherche en neurosciences, on progresse un peu, même si on n'est pas encore arrivé à trouver une zone du cerveau spécifique qui voudrait dire que, ben voilà, si quelqu'un naît avec une telle structuration neuronale, les risques sont forts que la personne soit pédophile. Les modèles actuels qui nous permettent de comprendre l'étiologie du comportement pédophile nous disent que c'est un ensemble de facteurs qui vont contribuer. Il peut y avoir une prédisposition génétique, il peut y avoir un dysfonctionnement hormonal, donc qui peut être lié à ça, et beaucoup de choses dépendraient aussi du développement de l'enfant. Donc c'est à la fois euh, euh, un peu d'inné et d'acquis, quoi, hein, donc mélangé. Mais ce qui se passe, c'est que quand l'enfant va grandir, qu'un enfant de 6 ans soit attiré et excité par sa petite copine de 6 ans, il n'y a pas de problème. Ok. Qu'un enfant de 10 ans soit attiré par sa petite copine ou son petit copain de 9 ans ou 10 ans, il n'y a pas de problème. Que l'adolescent continue d'être excité par le corps de la gamine de 6 ans, là, il y a un problème. Ok. Et donc, s'il n'y a pas une parole qui vient dire à l'adolescence, écoute, les enfants, c'est pas tes objets sexuels pour toi. Comme la parole du père, par exemple, va dire au petit garçon, ta mère, c'est pas ta compagne, ok? C'est pas ton objet sexuel. Va venir couper le lien oedipien qui existe avec sa mère. Donc, ce qui se passe, c'est que l'enfant et ça, c'est des théories, hein, parce que il n'y a aucun comité éthique qui nous permettrait de vérifier et de valider ces expériences-là. Mais l'adolescent, au moment des explorations masturbatoires, va choisir certains objets sexuels pour ses fantasmes. OK. Et donc, en fonction de la prédominance de certains objets sexuels, une préférence sexuelle va se cristalliser dans le développement de la libido de l'enfant. Donc, s'il n'y a pas une voix qui dit, qu'elle soit une voix de société ou une voix familiale ou autre, qui vient dire, ben non, c'est pas tolérable que que tu penses à des fillettes de 5-6 ans quand tu te masturbes, ben, la cristallisation va se faire. Et comme la masturbation, de facto, c'est une pratique privée, il y a très peu de voix qui se portent là-dessus. Ok. La voix peut se porter quand, par exemple, des parents découvrent qu'un adolescent regarde du matériel pédocriminel, quoi, par exemple. Euh, Là, il faut qu'il y ait une parole de l'adulte qui soit faite. C'est pour ça que les jeunes adolescents qui ont ce genre d'appétence, en général, on ne les appelle pas des pédophiles, on va les appeler des mineurs intrusifs. Ok. Parce que le diagnostic de pédophilie ne peut se porter que sur une personne majeure. On ne peut pas le porter sur un mineur, hein, ou une mineure. D'accord. Ça, c'est dans le Euh, droit français? c'est dans le DSM, hein, qui est le livre Ah, de d'accord, c'est le diagnostic. DSM. Ok. Voilà, c'est dans le DSM, hein. Il ne peut s'appliquer qu'à des majeurs. Donc, avant, on va parler de mineurs intrusifs. Et on va dire d'ailleurs, il faut bon, qu'il y ait une différence suffisamment grande d'âge entre les deux mineurs pour que ce soit non pas exploratoire, mais vraiment un problème à considérer rapidement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais ça veut dire qu'il ne faut pas pathologiser trop vite non plus. OK? Hmm. Le jeune, hein, qui a suffisamment de plasticité neuronale pour envisager de changer son appétence D'accord. sexuelle. Voilà. On entend souvent le mot de pulsion dans les médias, et aussi dans le bouche du pédophile pour justifier les agressions sexuelles, même voire dans la médecine. Où est la place du libre arbitre et de la conscience dans tout ça?
Bah, la pulsion sexuelle, c'est une réalité, hein. C'est quelque chose qu'on ressent monter en soi, une puissance libidinale qui est, quand on est confronté à son objet sexuel préféré, euh, voilà. Un homme qui marche dans la rue, qui voit une belle blonde à forte poitrine qui correspond à son fantasme de femme, va avoir une érection dans son pantalon. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il va lui sauter dessus. OK? Alors, le problème, c'est que certaines personnes ont des difficultés et ont un trouble du contrôle de la pulsion. OK? Donc, il y a une pathologie qui existe de troubles du contrôle pulsionnel. Euh, et puis, d'autres personnes utilisent aussi cet argument-là. Moi, j'entends des fois chez des délinquants sexuels avec qui j'ai travaillé, ils me disent, ah bah tu comprends, j'ai vu la gamine dans la rue, elle me plaisait bien, j'ai commencé à être excité, j'ai suivi, mais je ne pouvais pas me contrôler. Mais bon, j'ai vu la police dans un coin, alors je me suis arrêté, et puis je ne l'ai pas abusé ce jour-là, mais je l'ai abusé plus tard quand il n'y avait pas la police. Donc il me dit, tu vois, je ne contrôle pas ma sexualité. Ben, j'ai dit, pourtant, si tu l'as contrôlée. Il dit, comment ça? Quand tu as vu la police, Mhm. tu lui as pas sauté dessus. Si tu pouvais pas contrôler ta sexualité, tu aurais dû continuer malgré le fait qu'il y ait la police. Ah, c'est pas pareil. J'ai dit, en quoi c'est pas pareil? Explique-moi en quoi c'est pas pareil. Bah, il y avait la police. Bah, j'ai dit oui. Donc, il y a des choses qui te permettent de contrôler ta sexualité. Tu as peur de la police, par exemple. Mais pourquoi la peur de faire du mal à la fillette, ça ne te permet pas de contrôler ta sexualité? Alors, on va travailler sur ces questions-là. Après, on va travailler là-dessus. Oui, Mhm. les cas de personnes qui sont vraiment dans l'incapacité de contrôler leur pulsion sexuelle, ce pas les cas les plus nombreux. C'est vraiment une minorité de cas. OK? Ce sont des personnes qui, en plus d'un problème Dans les d'attirance personnes pédophile, pédophiles, vous voulez dire, c'est une voilà, dans les minorité. personnes pédophiles, c'est une minorité. Il faut savoir quand même que la majorité des personnes qui sont attirées par les mineurs ne vont pas passer à l'acte. Parmi les personnes qui sont attirées par les mineurs, seulement 15% vont passer à l'acte. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a. Je ne savais pas ça, c'est des chiffres qui viennent d'où? C'est des études qui ont été faites en Allemagne, par exemple. D'accord. Vous pouvez pouvoir vous trouver ça par là. Vous allez retrouver, il y a une étude, si vous cherchez, Nicolas Port, en France, a sorti une étude sur que savons-nous de l'écoute des auteurs d'agression, qui est paru, c'est dans quoi? C'est paru ça? Dans la revue d'éthique. Je pourrais vous l'envoyer, je l'ai, hein, je peux vous l'envoyer. Oui, d'accord. Euh, Ça permet de voir que, Merci. voilà. Et puis, bah, une grosse majorité, 60%, je pense, des auteurs d'agressions sexuelles sont névrotiques, mais pas ni psychotiques, ni sociopathes, ni psychopathes, ni pédophiles au sens strict du terme, quoi. Pourriez préciser ça, névrotique? Ben, c'est-à-dire, c'est des personnes qui vont s'autoriser un passage à l'acte sur le corps de l'enfant pour des raisons autres qu'une attirance sexuelle envers le corps de l'enfant. Ils sont en période de dépression, ils étaient alcoolisés, ils ont bon, tout un tas d'autres choses, d'autres critères qui rentrent en compte, qui font que ce sont des personnes, mais ce sont des personnes qui n'ont pas une attirance privilégiée pour le corps de l'enfant. Donc, ils ne sont pas pédophiles au sens strict du terme. Voilà. D'accord. En fait, c'est des pédocriminels, mais pas des pédophiles. Ah, Il faut faire c'est la exactement différence ça. entre les deux. Et Exactement. Voilà. Ce sont des gens qui ont eu un d'accord. comportement criminel sur des enfants, mais qui n'ont pas de pathologie particulière liée à une paraphilie, quoi. Il nous reste oui, pas beaucoup de temps. Tout à l'heure, vous nous parliez des schémas cognitifs dont se servent les pédophiles pour construire un monde où l'abus sexuel est possible. Vous pourriez nous dire plus précisément quels sont ces schémas par rapport aux théories implicites de Tony Ward? Oui, alors Tony Ward mis en évidence 5 théories implicites qu'il dit préexistent au passage à l'acte. Vous savez, on est dans l'univers des distorsions cognitives, hein, c'est-à-dire on est dans l'univers des pensées qui ne sont pas en accord avec la réalité, mais qui permettent de maintenir ou permettent un passage à l'acte
euh, ou peut permettre de maintenir une emprise ou le silence de l'enfant. Donc, Tony Ward s'est occupé principalement de ceux qui préexistent à l'abus. Donc, cette vision du monde que le délinquant sexuel peut avoir en lui, qui va lui permettre de concevoir un monde dans lequel l'agression sexuelle d'un enfant devient possible. Ok. Donc, une des premières théories implicites, par exemple, c'est de dire ben, l'enfant est un être sexuel. Alors, quand on dit ça, l'enfant est un être sexuel, on ne dit pas une aberration, mais ce qui est implicite derrière, c'est que Tony Ward dit, la construction de cette théorie dit, l'enfant est un être sexuel et par conséquent, il peut désirer avoir un contact sexuel avec un adulte. Et vous voyez, on démarre dans quelque chose qui est de l'ordre d'une permission du réel, comme l'appelait Paul Ricoeur, euh, et on le twist, on le pervertit, ok, pour que ça devienne quelque chose qui soit compatible avec un monde dans lequel l'agression sexuelle d'un enfant peut devenir possible. Ok. Alors, je dois dire tout de suite que ces schémas, les gens ne sont pas nécessairement conscients qu'ils sont présents en eux. C'est au cours de la thérapie, au cours des entretiens et autres, que petit à petit, on va les voir monter à la surface. Ok. Et on va voir des choses qui vont se dire, on va reconstruire, on va dire ça, c'est présent chez lui. Voilà. Euh, donc ça, c'est une des théories implicites. Une autre théorie implicite, ben, on vient de la mentionner, l'incontrôlabilité de la sexualité, de la pulsion. Je ne peux pas contrôler, la sexualité est plus forte que moi, je ne peux pas la contrôler. Alors, quand on dit ça, on dit la pulsion sexuelle est quelque chose de puissant. Oui, ça, il n'y a pas de problème. On est d'accord là-dessus. C'est quelque chose de puissant. Mais de là à dire qu'on ne peut pas la contrôler, ça, c'est autre chose. OK? Parce qu'en fin de compte, on va voir que ces gars-là, même à chaque fois qu'ils ont une pulsion sexuelle, ils ne sont pas passés nécessairement à l'acte. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où ils sont passés à l'acte et qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où ils ne sont pas passés à l'acte? Alors, ce qui peut arriver, c'est vrai, mais c'est les cas les plus rares, que quelqu'un a une forte pulsion et qu'il va sauter sur un enfant quelque part pour l'agresser. Mais le stéréotype du gars caché derrière un buisson qui saute à l'occasion d'une pulsion sexuelle forte sur l'enfant, bah, ça ne tient pas bien beaucoup la route parce que d'une, il a attendu derrière le buisson, donc ça fait beaucoup de temps pour une pulsion sexuelle pour attendre. Ok. Mhm. Donc, c'est ça. Et même si ça peut arriver, ça, il y a des cas qui existent comme ça, c'est une infime minorité. Ok. Alors, et tout justement, en thérapie, on va leur apprendre à contrôler leur pulsion. Et une autre théorie implicite, par exemple, c'est le droit à la sexualité. La sexualité est vue comme un droit. J'ai le droit à la sexualité. Ok. Et donc, l'enfant euh, est au service, quelque part, de ce droit à la sexualité de l'adulte. Alors, quand on dit les êtres humains ont le droit à la sexualité, ben oui, on est d'accord là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que ça doit se faire au détriment du consentement de l'autre ou de l'enfant qui, lui, ne peut pas donner un consentement éclairé. Ok. Donc là, on voit bien que c'est pas. Alors, une autre chose, c'est la dangerosité du monde aussi. Et là, ça vient, il y a deux sous-catégories. De grandir avec l'idée que le monde est un lieu dangereux. Et donc, il va se dire, ben, si le monde est dangereux, autant que l'enfant l'apprenne le plus vite possible et qu'il l'apprenne avec moi, parce que je Mhm. vais être sûr que je vais minimiser les dommages. Ok. Ou alors, l'autre variante de cette-là, c'est de dire le monde est dangereux, le monde des adultes est dangereux, et donc la personne va se réfugier auprès des enfants, ok, qu'elle perçoit comme moins dangereux pour eux ou pour elle. Donc voilà, ça, ce sont certaines des distorsions qui préexistent et qu'on appelle des théories implicites, et qui fonctionnent un peu comme
une carte du monde dans la tête de celui qui les a. Ce qu'on appelle des schémas cognitifs, c'est-à-dire ils sont basés sur l'expérience qu'on a fait au développement, comment on a acquis des expériences, comment on analyse les circonstances dans lesquelles on se trouve dans la vie. C'est un peu notre boîte de données, ok, dans laquelle on va aller chercher euh, des expériences similaires. Euh, voilà, par exemple, c'est le délinquant qui va dire, bah, euh, quand j'ai eu du sexe, il va dire ça comme ça, quand j'ai eu du sexe avec la gamine, elle a rien dit, donc c'est qu'elle était d'accord. On a dit, mais tu sors ça d'où, toi? Il va dire, bah, quand j'ai du sexe avec ma femme, elle dit rien, et Mhm. elle est d'accord. Donc il fait ce parallèle-là par rapport à une autre expérience, et il l'applique à un comportement qui lui est criminel. Mais il fait cette association, il y a eu silence, donc il y a eu acquiescement, il y a eu consentement. Mais on est loin de la réalité. Et par rapport à la première théorie, mais l'enfant, que disent les pédophiles, mais l'enfant est un être capable d'avoir du sexe. Mais par exemple, quand on voit les standards de l'OMS en Europe en matière d'éducation sexuelle des enfants, nous disent par exemple que de 0 à 4 ans, il faut les éduquer, je mets entre guillemets, au plaisir de la satisfaction liée au toucher de son propre corps et à la masturbation infantile précoce. Mais est-ce que certains pédophiles peuvent pas se servir de ça? Bien sûr, bah, les pédophiles peuvent utiliser tout ce qui va leur servir. Tout ce qui peut leur servir, ils vont l'utiliser. Non, bah bon, c'est inquiétant que l'OMS n'ait pas encore sorti ça, mais ce qu'il y a, c'est que quand on est les pédopsychiatres et puis les médecins le savent bien, l'enfant, même très jeune, peut avoir une érection, peut sentir du plaisir, la petite fille peut se frotter contre le fauteuil et ressentir du plaisir. Bon, voilà, ça, c'est une réalité. Maintenant, de là à dire qu'il faut les encourager à le faire, ça, c'est autre chose. OK? Euh, sans culpabiliser le corps, l'enfant et son corps, mais il faut lui apprendre que, eh ben, il y a des moments pour ça, il y a des lieux pour ça, ça se fait pas en public, bon, voilà, des choses comme ça. Leur apprendre la pudeur, hein. Euh, Ça, c'est une chose. Mais le pédophile, lui, il va se servir de ça, bien sûr, pourquoi pas. Si ça rentre dans ce qui va lui faciliter le passage à l'acte, il va s'en servir, hein, bien Hmm. sûr. Comme certains vont dire, oh, mais vous savez, regardez, si vous regardez Aristote, Socrate, Platon, tout ça, c'était des gens qui étaient des pédophiles. Et c'était accepté dans la société grecque de l'époque, à l'Antiquité. Ils vont dire c'est simplement la société aujourd'hui qui est devenue trop puritaine et tout ça. Bah, j'ai dit pas de bol, on vit pas à l'Antiquité grecque, on vit aujourd'hui dans cette société puritaine, donc il va bien falloir que tu te résoudes au fait que bah non, ça va pas marcher, quoi. Voilà. Donc tu peux regretter tant que tu veux d'être pas né il y a 3000 ans, mais voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Donc c'est comme ça qu'on va travailler avec eux, hein, leur ramener le principe de réalité, quoi. Est-ce que il est difficile pour les soignants d'identifier si les pédocriminels souffrent uniquement de troubles mentaux ou si ce sont des pervers au sens psychodynamique moderne du terme? Beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous pourriez expliciter ça? Bon, le mot pervers, on l'utilise plus beaucoup aujourd'hui, hein, donc c'est un terme qu'on a hérité d'abord du dialogue, du discours religieux, qui a été repris par la psychodynamique. Voilà, aujourd'hui, on va parler de troubles paraphiliques, on va parler de troubles narcissiques, pathologiques, on va parler bon, voilà, on va utiliser un autre jargon. Euh, D'accord. On utilise. ce qui est important, c'est de travailler avec un psychiatre, par exemple, pour nous dire quelles sont les comorbidités qui sont présentes. Ok. Est-ce que la personne souffre simplement d'une paraphilie de style la pédophilie, par exemple, ou est-ce qu'il y a d'autres, Donc, vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une paraphilie?
Une paraphilie, c'est un comportement sexuel qui n'est pas celui normal entre deux adultes consentants de l'acte sexuel classique tel qu'il est compris. Euh, donc, ça peut porter sur des déviances sur l'objet sexuel, sur le type de pratique sexuelle, sur le contexte de la pratique sexuelle. Tout ce que vont être des paraphilies vont être, par exemple, bah, tout ce qui est lié à la différence d'âge, qu'on appelle les chronophilies. Hein, donc, soit la gérontophilie, soit la pédophilie, soit bon, la népiophilie, quand c'est l'attirance envers les nouveau-nés. Ça va être l'exhibitionnisme, ça va être le frottisme, ça va être le voyeurisme, ça va être le sadomasochisme, ça va être le travesticisme. Toutes ces pratiques sexuelles qui ne sont pas toutes criminelles, ok, mais qui ne Par sont exemple, pas, d'accord. se Oui. travestir, c'est pas un acte criminel. Des pratiques sadomasochistes entre adultes consentants, c'est pas des actes criminels. Ok. Maintenant, est-ce que c'est bénéfique à l'être humain? Pas nécessairement. Et est-ce que c'est de l'ordre de la normalité sexuelle, c'est-à-dire d'un comportement sexuel entre deux adultes normaux qui n'impliquent pas une implication de violence ou autre? Qui sont de l'ordre du coït habituel entre un homme et une femme ou deux adultes Et par exemple, si consentants. deux adultes ont plus de 18 ans, imaginons l'homme a 18 et la femme, elle a 60 ans, est-ce que c'est considéré comme une paraphilie? Oui, on va considérer D'accord. ça comme de la chronophilie, c'est-à-dire ça va être de la gérontophilie. C'est l'attirance pour le corps de la femme plus âgée. Euh, voilà. Alors après, vous savez, tout diagnostic, hein, c'est un consensus social. Hein. Euh, Donc, toute personne qui est un peu une cougar ou qui va vers un genou, est-ce qu'on va pathologiser? Bah, on peut dire oui, si elle ne cherche que des jeunes hommes de 18-19 ans, on peut pathologiser aussi. On Mhm. va dire, voilà, elle a une attirance exclusive envers les jeunes hommes. Elle n'est pas capable d'avoir une relation avec un homme de son âge. Pourquoi? Parce qu'elle peut plus facilement manipuler quelqu'un de plus jeune. Que quelqu'un de son âge, qui est plus mature, qui a un peu plus de maturité. Et certaines femmes ont besoin de garder ce contrôle-là. Hein. Donc, on est dans quelque chose qui est quand même une déviance. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut, à ce jour, guérir de la pédophilie et donc la soigner? Non. On on peut soigner, mais pas guérir. Hmm. OK? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va apprendre à la personne. Il y a plusieurs modes de traitement. Hein. Si on utilise des thérapies basées sur le cognitivo-comportementalisme, en particulier les thérapies de groupe ou autre, ce qu'on va apprendre à la personne, c'est à gérer tout justement sa pulsion, à vivre une forme d'abstinence et de continence sexuelle par rapport à ce type de comportement-là, à développer des relations saines et autres, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un type, donc on va soigner, on donne un soin aux personnes, mais s'ils ont été diagnostiqués euh, avec le diagnostic de pédophile, on ne va pas les guérir. Quand on utilise après des thérapies de style castration chimique ou castration physique, on intervient sur le pulsionnel chez l'individu, donc sur la libido. Euh, on ne guérit pas, c'est-à-dire on ne va pas reprogrammer la structuration neuronale de l'individu sur son attirance sexuelle, mais ce que l'on fait, c'est qu'on travaille sur la dimension pulsionnelle. Donc on abaisse la libido, donc on soigne là encore, euh, mais sans régler cette question-là. On a vu des personnes, par exemple, qui n'étaient plus capables d'avoir une érection, soit parce qu'il y avait une castration physique ou chimique, mais qui continuaient à abuser de mineurs avec leurs mains ou avec leur langue s'ils n'étaient pas Ah oui. capables d'avoir une érection. OK? Donc,
c'est là où il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche à faire dans le soin. Et certaines personnes vont avoir besoin d'un traitement médicamenteux, d'autres non, vont arriver à apprendre d'autres comportements. Voilà. Il y a certaines personnes qui n'ont pas la capacité d'introspection nécessaire à faire une thérapie avec d'autres. Donc, on va peut-être s'orienter, s'il y a des difficultés de contrôle des pulsions sexuelles, on va s'orienter vers un traitement médicamenteux de type castration chimique, quoi. Voilà. Ce qu'on appelle la castration chimique, qui est en C'est pas dans général. tous les pays. Non, non, ben, en Ouais. France, on l'utilise, on appelle ça la castration chimique, mais c'est pas une castration parce que, en fin de compte, une fois que le traitement s'arrête, la personne retrouve sa libido. Ok. D'accord, Euh, à l'inverse de la castration physique qui est définitive. Ok. d'accord. Donc en France, mais la castration chimique existe pour certains pédophiles. Bien sûr, bien sûr, elle est Ok. utilisée. Elle est utilisée. Dans le Il faut que ce bouquin, soit le pédophile qui demande lui-même à être castré chimiquement, ou bah c'est la oui, justice il faut une collaboration du patient, hein. On ne va pas imposer Oui. ça. Moi, je pense pas que ça s'impose judiciairement. Qu'est-ce que ça apporte les thérapies de groupe? Alors, plusieurs éléments intéressants. D'une, c'est un rapport qualité-prix intéressant, puisqu'on peut soigner plus de monde pour le même prix. Donc, ça, il faut savoir que les moyens financiers pour le traitement des délinquants sexuels, des pédophiles en particulier, sont limités. OK. Donc, plus on peut en soigner ensemble, mieux c'est, quoi. OK. Donc, si vous en mettez 10 dans un groupe, bah, ça coûte moins cher que de faire des thérapies individuelles psychodynamiques qui vont durer 6 ans et qui ne vont pas avoir de résultats probants. Donc, deuxièmement, ça a un avantage, c'est que dans le groupe, il n'y a pas un ou deux thérapeutes, mais il y a un groupe qui est thérapeutique. C'est-à-dire que si un délinquant sexuel, par exemple, dit, oh, bah, vous savez, moi, j'ai pas pris du plaisir et autres, les autres qui sont dans le groupe depuis plus longtemps vont lui dire, arrête tes conneries. On sait très bien que tu y as pris du plaisir, sinon tu l'aurais pas fait. OK? Et là, donc, dit, ben là, je peux pas me cacher derrière mon petit doigt, quoi. OK? Et puis en général, comme dans ces groupes, on travaille aussi par principe de seniorité, c'est-à-dire les plus anciens travaillent plus souvent. Euh, ceux qui sont plus jeunes dans le traitement voient que c'est possible de parler des questions difficiles. OK? Parce que les gars parlent des questions difficiles, ils parlent de leurs érections, ils parlent de leurs éjaculations, ils parlent de leur rapport aux autres, ils parlent du contrôle de leur pulsion et tout ça, ce qui sont des choses qui peuvent effrayer quelqu'un qui est plus jeune dans le traitement de se dévoiler sur ces questions-là, qui sont des questions assez intimes. Donc voilà. Et aussi un autre avantage, c'est que la délinquance sexuelle, quand elle a été suivie d'une incarcération ou d'un jugement ou autre, en général, ça fait le ménage dans le réseau social. Ok. Donc les personnes qui ont été délinquantes sexuelles, qui ont été condamnées, se retrouvent souvent isolées socialement. Voilà. Donc la thérapie de groupe va leur permettre d'avoir un lieu de réseautage social. Ok. D'être avec d'autres êtres humains, d'être dans des relations normales. Par exemple, moi je me rappelle dans les thérapies, quand un gars passait un moment un peu plus difficile, euh, ben, les autres gars allaient lui dire, bon allez, viens, on va prendre un café au Tim Hortons à côté, ou on va aller manger une baigne, et puis on va en parler ensemble, quoi. Donc ils se soutiennent. Ils peuvent se retrouver pour une pizza ou quelque chose d'autre entre eux en dehors. Euh, Comme on les encourageait aussi, s'il y en a un qui célébrait son anniversaire, bah, qu'il amène des beignets pour tout le monde. Ah, et puis on célèbre son anniversaire avec lui comme ça. Donc ça leur permet d'avoir un peu de réseau social. Parce que s'ils sont complètement isolés dans la société, c'est là où ils sont le plus à risque. Hmm. C'est un gros facteur de risque. Donc ça, c'est aussi un élément d'avantage du travail de groupe. D'accord. J'avais oublié de vous demander, est-ce que vous pourriez définir le mot psychodynamique, s'il vous plaît? Bon, la psychodynamique, c'est pas mon truc, hein, mais c'est le nom pur et sang de la psychanalyse, hein. D'accord. Donc,
voilà, c'est une autre terminologie pour la psychanalyse. C'est-à-dire qu'on travaille sur les dynamiques subconscientes et inconscientes de l'être humain pour essayer de. On travaille donc sur les dimensions pulsionnelles comme l'éros ou le thanatos ou ainsi de suite, quoi. Voilà. Coupé à l'aspect purement psychologique, vous prenez aussi une psychothérapie holistique ou spirituelle qui, selon vous, aiderait les pédophiles à puiser une force morale supérieure à eux-mêmes, qui les empêche, ça les empêchera peut-être d'abuser. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, à ce sujet et nous parler de vos retours d'expérience? Oui, alors l'intégration de la dimension spirituelle de l'individu dans le soin psychothérapeutique, c'est quelque chose auquel la France est grandement allergique, mais qui se fait à travers le monde entier, quoi. Ok. Simplement, ça demande des compétences particulières dans les deux domaines. Ok. Faut qu'on soit bon en psycho, mais qu'on soit bon aussi en travail sur la spiritualité. Donc, euh, la spiritualité, c'est une ressource pour les personnes. C'est quelque chose qui les attire hors d'eux-mêmes, ok, qui les amène vers quelque chose qui les dépasse. Donc, on a besoin de les aider à voir qu'il y a quelque chose d'un peu plus grand qu'eux, une voie supérieure qui peut s'imposer comme en psychodynamique, on dirait un super-ego, hein, quelque chose qui va venir au-dessus de l'ego de l'individu, une voie autoritative qui va nous dire que c'est pas possible de se comporter de cette manière. Donc, et ça peut être des ressources aussi en termes de contrôle de soi, par la méditation, par la prière, sur le travail sur les inhibitions aussi, puisqu'il n'y a pas nulle part dans la Bible ou dans d'autres textes, quelque part, qui est dit, ben, il est permis d'abuser l'enfant de son voisin, quoi. Ça, c'est marqué dans aucun texte sacré. Ok. Donc, c'est une ressource supplémentaire pour augmenter le système des inhibitions internes qui peuvent prévenir un passage à l'acte. Donc, c'est une ressource importante des personnes et ça peut les aider aussi à mieux vivre, à être plus à l'aise avec eux-mêmes. Et on sait que les personnes qui agressent sexuellement, ce sont des personnes qui vont pas bien. Ok. Donc, tout ce qui va leur permettre de se sentir mieux, d'être plus à l'aise, plus intégrés, c'est autant d'atouts pour un mieux vivre dans lequel les risques de récidive sont diminués fortement. Oui, Donc vous, vous avez des cas de patients, oui, de bien personnes sûr. que vous avez suivies comme ça, ou même qui n'étaient pas forcément spirituelles avant ou religieuses et qui ont fait ce parcours. Oui, alors bon, moi j'ai travaillé aussi avec des prêtres, donc ça fait partie un peu de leur ADN, hein. Mais quand on travaille avec des laïcs, faire des moments de méditation de pleine conscience, par exemple, euh, ben ça en aide beaucoup sur la gestion de l'impulsion, par exemple, de l'impulsion sexuelle. Euh, et puis, reprendre une vie de prière. Des prières rituelles comme le rosaire ou autres peuvent aider parce qu'elles fonctionnent un peu comme le système des mantras aussi, à se focaliser sur d'autres choses que le fantasme qui va par exemple les obséder à ce moment-là. Ok. Donc, ce sont des choses qui peuvent contribuer à aider, et moi je l'ai vu chez certains patients, ça les a aidés à mieux vivre. Peut-être aussi des effets placebo pour ceux qui croient pas, qui même pourraient peut-être aider ces gens-là au final. Ça peut, hein, et ça en particulier avec des outils comme la méditation de pleine conscience, parce que, en fin de compte, euh, il n'est pas nécessaire d'être religieux pour être une personne spirituelle. Ok. Pas nécessaire de croire en Dieu dans un système de croyance particulier pour être une personne spirituelle qui a une connexion avec le monde, avec la nature, avec les autres êtres humains, qui se conçoit dans une trajectoire de vie, qui a des valeurs, qui lui permettent de vivre en harmonie avec les autres. Vous avez des tas de personnes qui ne sont pas des personnes croyantes au sens religieux, mais qui sont des personnes profondément spirituelles. Ok.
Donc ça, c'est deux dimensions. Après, vous avez des personnes qui sont religieuses et qui sont profondément spirituelles aussi. Voilà. Donc, mais l'un n'est pas euh, indispensable pour que l'autre fonctionne. Donc, à partir du moment où une personne est capable de s'asseoir seule et de rester en silence pendant une demi-heure et réfléchir sur le sens de son existence, c'est une personne qui est un peu spirituelle quand même. qui Je reprend un sais. peu le contrôle aussi au final. Sûr, bien sûr, Mm. bien sûr. Ou peut-être ça apporte Ben, c'est un ça, la sens à la spiritualité. vie. La spiritualité, c'est une quête de sens. C'est une quête de sens à son existence. Euh, donc, c'est ça le chemin de la spiritualité. Après, le chemin de la croyance fait que certaines spiritualités sont connectées à une réalité qui nous dépasse, qu'on personnifie dans une divinité ou pas. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même une quête de sens profondément au démarrage. Les abus sexuels dans l'Église, elles ont eu lieu aussi en France. Et par rapport à tout ça, au suivi spirituel, etc., il y aura des améliorations. Vous voyez ça comment par rapport à tout ce que vous dites même dans votre livre, cet aspect entre le thérapeute et l'accompagnateur spirituel, il faut qu'ils soient en lien, etc. Vous pensez que ça va dans le bon sens en France? Il y a des choses qui changent par rapport à ça? Bah, je pense qu'en France, au moins au niveau de l'Église catholique, même si on garde les sphères séparées, on est conscient que les deux sphères existent. Ok. Puisque bon, quand ça concerne des prêtres, par exemple, ou des religieux, bon, ils vont avoir un soin dans un centre de soins ou auprès d'un psychiatre ou autre, mais en général, on les encourage aussi à avoir un accompagnateur spirituel, ok, qui va les accompagner. Donc c'est un peu. Alors les sphères sont un peu hermétiques. Elles ne s- Il n'y a pas de soins en tandem, par exemple, comme je le développe dans mon livre. La pratique du soin en tandem où les deux intervenants travaillent ensemble pour le bien du client. Il n'y a pas, le soin en tandem n'est pas trop développé en Afrique, en France, par exemple. Peut-être un peu dans certaines maisons, maisons Béthanie ou autres, qui ont été mises en place dans certains diocèses en France. Il y a deux centres, je pense, qui existent. Peut-être qu'il y a une meilleure collaboration, mais je ne sais pas, parce que c'est deux sphères qui n'ont pas eu l'habitude de travailler ensemble. Et Mais donc, les accompagnateurs spirituels, ils auront bientôt, on dirait que j'avais entendu ça, une formation qu'il n'y avait pas avant. oui, Est-ce alors que il y a eu vous un pensez qu'ils document, devraient hein. être formés sur les théories implicites et tout ça? Ben, moi, je pense, oui, qu'il faut leur permettre de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un pédophile, même si on n'a pas une connaissance à 100% de la chose, mais d'une, pour éviter qu'ils se fassent manipuler, parce que ça, c'est aussi un fait. Vous savez, c'est comme les aumôniers de prison, hein. Des fois, il y a certains aumôniers de prison, quand vous parlez avec eux, les prisons sont remplies d'innocents. OK? Alors qu'ils ne sont pas capables d'avoir la distance nécessaire par rapport à la dimension criminelle des individus qu'ils travaillent avec. Donc, il est possible de se faire, et le risque est grand avec des pédophiles, de se faire manipuler. C'est pour ça Oui. qu'en thérapie, en général, les thérapies de groupe, c'est intéressant. On travaille à deux thérapeutes parce que ça évite de se faire manipuler. Euh, Ça donc, va être amené à évoluer, non? Vous n'avez pas entendu ça, que les accompagnateurs spirituels devront suivre une formation en France alors, il y a un ça va document qui est venir. sorti de la conférence des évêques de France sur les accompagnateurs spirituels, tout justement. Euh, voilà, donc D'accord. il faut, oui, de leur donner les moyens de se former à ces questions-là. Oui, moi je l'ai fait pour les jésuites de l'océan Indien, j'ai fait pour d'autres congrégations. J'ai formé des accompagnateurs spirituels laïcs à l'île Maurice, par exemple, ou à d'autres lieux, à ces questions spécifiques-là, aussi bien dans D'accord. l'accompagnement des victimes que dans l'accompagnement des auteurs de pédocriminalité. Selon l'ONG Internet Watch Foundation, en 2022, 59% des URL signalées comme contenant des images d'abus sexuels sur les enfants sont hébergées dans les États membres de l'Union européenne. Est-ce que vous avez déjà été confronté, vous, à la cyberpédocriminalité? J'ai été confronté parce que j'ai eu des patients
qui avait Ouais. été condamné pour des faits de cyberpédocriminalité. Oui, c'est une réalité, hein, qui existe, hein. En France, il y a quelques mois, 3 fillettes de 9 ans ont été violées par des garçons de leur âge à l'école. J'ai l'impression qu'on voyait pas trop ça il y a quelques années. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact de la pornographie sur la pédophilie, aussi sur les jeunes et sur certaines catégories de pornographie qui respectent la loi, mais sur les ambiguïtés? Par exemple, certains acteurs qui sont adultes, mais on va les caster parce qu'ils ressemblent à des mineurs, ou des jeux de rôle où on va retrouver des notions comme daddy ou mommy, donc maman, papa, mais ça rappelle l'inceste en fait. Les études sont assez claires, hein, là-dessus, hein. Tout ce qui a été fait sur les big data et sur les outils de recherche, quels sont les mots-clés qui sont les plus utilisés aujourd'hui dans la recherche de pornographie, ben, c'est barely legal, ok, juste en âge légal, en famille, les comportements violents, euh, tout ce qui touche aux limites. Ok. Et ça, c'est les recherches, les outils de recherche. Quand on travaille sur les données, le big data des outils de recherche, des moteurs comme Google et autres, et tout ça, on voit que c'est le matériel qui est de plus en plus recherché. Donc, on est devant des comportements qui sont limites. Euh, Trucs sadomaso, urologie, enfin toutes ces urophilie et autres et compagnie, toutes ces paraphilies un peu extrêmes, là. C'est ça qui sont recherchés le plus aujourd'hui par les consommateurs de pornographie. Alors, on sait aussi que l'âge moyen d'exposition, de la première exposition à la pornographie est passé à 7-8 ans aujourd'hui. OK? Donc ça, c'est très jeune, hein. Donc, ce qui se passe quand on a des gamins qui n'ont pas encore la maturité nécessaire, ils veulent essayer de reproduire des comportements qu'ils ont vus sur la pornographie. Ils se sont sentis excités quand ils ont vu ça, et ils veulent essayer de reproduire ça. Et donc, ils vont le reproduire pas sur des enfants du même âge qu'eux, en général, parce que ça, c'est un peu trop confrontant, mais ils vont le faire sur des enfants plus jeunes, hein. Donc, ils vont aller chercher, c'est des gamins qui vont avoir 12, 13 ans et qui vont faire ça sur des gamines de 6, 7, 8 ans ou sur des gamins de cet âge-là, ok. Parce qu'ils ont plus de contrôle sur ces petits-là, ok. Parce que c'est l'image des grands frères, des grandes sœurs, des autres, et donc ils ont beaucoup plus de contrôle. Donc, ils vont faire ça. Mais ce sont des enfants, ceux qui commettent ces actes, ce sont des enfants qui essayent de reproduire des choses qu'ils ont vues sur la pornographie. Et comme c'est des choses de plus en plus violentes qu'on voit sur la pornographie, ben, ça amène à des comportements de plus en plus violents. Quand vous avez une gamine de 12 ans qui téléphone à Énergie, quand j'étais au Canada, je me rappelle de ça, la gamine avait 12 ans, alors elle appelait, il y avait un gars, je ne sais plus comment il s'appelait, une espèce de docteur Love là, qui répondait aux questions et autres, et qui dit, ah ben moi et mon chum, euh, quand on baise ensemble, ben, mon chum, il veut me pisser dessus. Ok. À 12 ans! OK? On est face à des pratiques de la golden shower qui sont des pratiques sadomasochistes, humiliantes et autres, tout ça, dégueulasses. Et c'est une gamine de 12 ans qui est en train de se poser la question, est-ce qu'elle peut laisser son petit copain lui uriner dessus, quoi? On se dit, qu'est-ce qui est en train de se construire là comme société là? Et alors en plus, il y a des études suédoises et norvégiennes qui ont été faites sur les représentations du corps, tous les complexes que ça fait générer chez les ados qui voient des acteurs porno qui ont des pénis qui font 25 cm, ils regardent dans leur pantalon, ils disent je sais pas ça. Donc ils développent des complexes par rapport à la taille de leur pénis. Ou quand vous avez des jeunes filles de 13-14 ans qui vont avec leur mère voir un gynécologue pour savoir si elles ne peuvent pas
se faire implanter des seins plus gros alors qu'elles n'ont pas fini la maturité, ou elles veulent avoir des lèvres vulvaires plus grandes. Ah, Euh, vous avez vu ça où? Au Canada? non, c'est des études qui ont été faites en Suède et en Norvège, je pense. Hmm. Voilà. Je voudrais retrouver ça. Moi, j'ai lu ça il y a déjà quelques années. Euh, il y a un très bon bouquin de Michael Seto sur tout ce qui est la pédocriminalité sur Internet aussi qui vaut le coup. Euh, voilà, donc D'accord. ça, c'est les réalités aujourd'hui, quoi. Donc, vous comprenez que c'est une véritable épidémie, c'est une pandémie que cette consommation, cette exposition des mineurs à la pornographie. Et selon Et vous, les pouvoirs publics ont... sont irresponsables. Sont irresponsables. S'ils ne sanctionnent pas ça, s'ils ne s'assurent pas. Aujourd'hui, pour aller sur un site porno, il suffit de cliquer j'ai 18 ans. Hmm. Ben, c'est quoi comme type de contrôle, ça? Euh, Il n'y a aucun contrôle qui est fait. Alors, je sais qu'ils veulent mettre en place des systèmes de contrôle et tout ça, mais à mon avis, c'est pas assez. Il y avait un système, je pense, pendant un moment qui devait se développer. Je ne sais pas s'il a été mis en place en France, je n'ai pas suivi ça, où il fallait s'inscrire pour avoir un identifiant qui certifiait qu'on était bien majeur. Et avec cet identifiant-là, on pourrait aller sur les sites pornographiques et autres, tout ça. Je ne sais pas si ça a été mis en place, hein. Là, je crois que ça va bientôt être le cas, mais pour un seul site qui est très connu, mais je veux dire, il y en a des tas d'autres qui sont illégaux et qui sont toujours là. Je veux dire, Non, il suffit d'avoir Tor sur son ordinateur et puis on va faire ou un tour même dans pas, je veux dire, je crois que Pornhub, bientôt, on devra demander l'identité, mais à part Pornhub, il y a plein d'autres sites où, Ouais, ouais. Bah, c'est ce qui a le plus ils de récupèrent d'autres vidéos, mais c'est pas sur Tor, c'est sur le web, surface web, quoi. ouais, c'est vrai que c'est parmi les flots de communication Internet les plus importants. Il y a un bouquin très très bien qui a fait les analyses de tous ces trucs-là. C'est One Million Wicked Thoughts, qui était par des chercheurs danois sur les flots sur Internet, sur les fantasmes qui sont présents dans le big data et tout ça. Et il disait D'accord, quelque chose comme le flot quotidien de Pornhub était l'équivalent de YouTube, Netflix et je ne sais plus quel autre gros streaming channel réunis, quoi. Et ça, d'accord, c'était juste pour Pornhub en termes de connexion, ok. quoi. Mhm. Alors en plus, avec la pandémie du Covid, ça a explosé. Mais merci beaucoup, c'était vraiment Ok. passionnant.